Et comme tous les soirs, 3 experts sont avec nous en plateau pour décrypter ce qui se passe sur les marchés. On est ravi d'accueillir Mathieu Barrière. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Mathieu, vous êtes responsable de l'allocation d'actifs chez Odo BHF Asset Management. Merci de nous rejoindre en dernière minute. À vos côtés, on est ravi d'accueillir François Chollet. Bonsoir François. Bonsoir Fabrice. Le président de Montségur Finance. Tout va bien chez Montségur ? Très bien, on fait une très belle année et pourvu que ça dure. Ouais. Très bon début d'année alors après une année. On vient de refaire l'année 2024 en un mois et demi, donc effectivement, on a le sentiment que... On s'arrête là, tout simplement. Pourquoi pas? Bon, on s'en contente, on a 12% sur le CAC, c'est déjà pas mal. Et enfin, on accueille Gérald Grant. Bonsoir Gérald. Bonsoir Fabrice. Vous êtes directeur associé chez Fondesis. Que fait Fondesis ? Fondesis, c'est une plateforme informationnelle qui accompagne des cabinets de gestion de patrimoine et des sociétés de gestion dans la sélection de fonds, et y compris dans l'allocation d'actifs. Vous imaginez plutôt sur les cabinets, les sociétés de gestion ayant des gens brillants comme ici Grégoire qui n'ont pas besoin de nous. D'accord, non mais attendez, on en a quand même besoin puisque vous auscultez tous les fonds, ils sont nombreux sur la place pour sélectionner les meilleurs. C'est vrai qu'on n'a pas présenté, est-ce qu'on présente encore Odo BHF Asset Management, société de gestion à la fois en France, en Allemagne, une belle société dans le top européen. Qui gère maintenant au niveau de la gestion d'actifs un peu plus de 60 milliards d'euros et un groupe qui continue de se développer avec les deux principales jambes, France et Allemagne, et puis de la croissance un peu partout en Europe. Alors ça tombe bien Mathieu que vous soyez là, donc France et Allemagne, ça fait une parfaite transition pour effectivement l'actualité politique, ce sont ces élections en Allemagne. Est-ce que c'est un tournant pour l'Europe ? Alors évidemment, on a cette grande coalition un peu traditionnelle qu'on connaissait, CDU, CSU, mais on a surtout l'inquiétude de l'AfD, ce parti d'extrême droite, Alliance for Deutschland. C'est vrai qu'il pourrait être le trublion. Je pense que vous en discutez avec vos collègues allemands. Qu'est-ce qu'ils en disent justement ? Alors, le scénario principal, ça reste celui d'un report de la coalition existante, CDU, CSU, les Verts et les socialistes, un peu plus marginalisés et qui perdent le pouvoir au sein de la coalition. Et effectivement, il y a une très forte poussée de l'AfD qui, des fois, au niveau local, tend la main pour l'instant avec peu de succès, mais parfois quelques succès, à la CDU-CSU. D'autres incertitudes dans l'élection, notamment le système électoral allemand, qui a un seuil de 5% pour être représenté au Bundestag, avec des partis à gauche, mais aussi au centre, le FDP, les libéraux, qui sont vraiment à la limite de ce seuil. Donc une vraie question, les libéraux peuvent-ils survivre au Bundestag ? Et à ce moment-là, il peut y avoir des jeux d'alliance qui sont un peu plus compliqués entre les 3 principaux partis dans la répartition des postes et qui pourraient repousser la formation et la mise en œuvre de réformes dont l'Allemagne aurait besoin, notamment en termes de relance publique. Oui, de relance budgétaire, c'est ce qu'on attend un petit peu, qu'on dessert peut-être ces cordons de la bourse pour qu'on mette un peu plus d'argent dans l'économie. C'est ce qui manquerait, c'est ce qu'on attend ? C'est ce que les marchés attendent. On a déjà évoqué la bonne performance du CAC depuis le début de l'année. C'est aussi le cas du DAX, après une année qui, elle, n'avait pas été très difficile l'année précédente. Effectivement... C'est vrai que l'économie allemande souffre, mais le DAX, il a affiché une très bonne performance l'an dernier. On était à 20%, tiré là aussi par tête deux magnifiques, Siemens et SAP. Mais est-ce que ça se poursuit pour cette année ? Alors, pour l'instant, sur SAP, ça continue. Siemens, on a eu un peu plus de flottement. Mais c'est vrai qu'il y a une assez forte changement de la cote allemande. On continue de voir le secteur automobile qui, au mieux, est stable quand il ne souffre pas. Mais son poids est maintenant drastiquement réduit au sein du DAX. Par contre, en termes de bassin d'emploi, notamment pour les bastions électoraux CDU, CSU, c'est évidemment une problématique assez majeure. Et tout ça dans un contexte où on a Ursula von der Leyen qui, à la tête de la Commission européenne, doit aussi traiter la réception du rapport Draghi qui pousse pour plus de dérégulation, pas mal de discours pour, on va dire, un peu moins réprimer le secteur automobile dans son ensemble. Bref, des jeux de pouvoir et de négociation qui interagissent les uns avec les autres. Donc une issue simple
des élections allemandes et des décisions rapides seraient bienvenues. On attend ça avec impatience. C'est vrai qu'il y a ce flottement qu'on avait connu aussi en France l'an dernier. C'est un facteur d'incertitude pour les marchés. On n'aime pas ça. Un modèle économique allemand qui a longtemps été tributaire du gaz russe, ça s'est effondré. Gaz russe bon marché. Et puis les exportations vers la Chine, c'était les deux moteurs un petit peu en panne. Là, c'est vrai que François Chauvet, on a cet espoir de cesser le feu, sinon de paix pour l'instant, dans le conflit russo-ukrainien. Et puis la Chine qui commence peut-être à se réveiller. Quelle est votre vision justement sur ces prochaines élections? Est-ce que ça pourrait faire bouger les lignes? Alors c'est vrai que si on regarde le marché aujourd'hui, on est revenu sur des niveaux où on a déjà intégré une bonne partie des bonnes nouvelles. On a intégré le fait que les tarifs appliqués à l'Europe seraient un peu moins élevés que ce que l'on pourrait craindre. Oui. On a intégré le fait qu'il y avait une possibilité de cesser le feu avec une probabilité d'une échéance proche qui avait été promise par le président élu Trump au terme de 2 mois, on n'est pas loin. Et dans le sentiment que le marché a un peu joué un certain nombre de ces éléments, les élections allemandes sont aussi un élément déterminant, même si je partage l'avis, c'est pas discriminant sur la capacité de changer de pied sur une politique économique qui a jusque-là été un peu en attente de décisions politiques qui ne sont pas arrivées. Je crois que c'est difficile quand on est l'Allemagne d'exister bien avec un yen à un niveau aussi dévalué. Je crois que c'est difficile d'exister avec une Chine aussi compétitive sur ses métiers clés. Donc c'est vrai que c'est une difficulté. Pourtant, le marché le considère comme plutôt derrière nous, en privilégiant effectivement des secteurs et des dossiers qui, eux, s'en sortent très bien. On parle de l'industrie énergétique, on parle effectivement de SAP qui fera partie des géants de la tech européenne assurément. C'est un des géants européens. C'est le géant européen de la tech. On n'a pas d'autre, à part Dassault Systèmes peut-être en France, mais qui est encore dans un cran en dessous. Donc on a des marchés qui vont très vite à intégrer les bonnes nouvelles et qui regardent, je dirais, les mauvaises avec un peu de dédain. Est-ce qu'on n'est pas en zone de surachat? C'est un peu la question. Alors je plaisantais un peu en disant qu'on avait fait l'année, mais c'est pas loin d'être vrai. On a l'impression qu'on a fait le plein, on apparaît sur le plateau de réalignement des planètes, ou de remontada européenne. Vous citiez on a l'impression qu'on a, ça y est, on a eu presque toutes les bonnes nouvelles, finalement. Posons-nous les questions, est-ce qu'il reste un peu d'énergie pour continuer? Je pense effectivement qu'on pourrait aller, en tout cas dans le cadre d'un cessez-le-feu en Ukraine, franchir des sommets et les battre. Ça me paraît assez probable. On a des segments qui sont encore... qui sont enfin repartis, je dirais. Je pense notamment aux small et mid-cap européennes. Alors on a fait une année dernière qui était plutôt intéressante parce que c'était une des premières années où il n'y avait pas une réelle sous-performance de cette classe d'actifs. On démarre très bien l'année. Ça peut se poursuivre parce que la sous-performance était tellement criante que je crois qu'il y a encore du potentiel. Et puis, dans les paris que j'avais énoncés sur ce plateau, qui étaient nos petits jokers d'allocation, on a émis la Chine. C'était un peu courageux. Depuis, on a fait 40% de hausse, donc ça devient moins. Maintenant, c'est peut-être un moment un peu crucial de savoir si on peut poursuivre comme ça. C'est 12 000 milliards la tech chinoise aujourd'hui. Ça veut dire que c'est existant par rapport aux géants américains. On n'est pas si loin que ça. Et c'est un rattrapage qui a été fulgurant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut noter. Est-ce qu'il est terminé? Je ne pense pas. On a des signaux politiques très encourageants. En tout cas, on a fait un très très beau parcours. Finalement, on a l'impression qu'on a les canards boiteux d'hier, vous l'avez cité, small et mid-cap, la Chine, l'Europe qui était vraiment dans les profondeurs. Oui, j'en ai trouvé un dernier que j'avais mis effectivement en fin d'année un peu à l'honneur, c'est tout ce qui est foncière cotée. Européenne. Aussi 20 à 30% d'augmentation. Oui, enfin on est loin du compte. On a encore des décotes autour de 30% sur la valeur du patrimoine. Et on a eu des publications qui étaient plutôt rassurantes, que ce soit des foncières commerciales, un certain nombre de foncières de bureaux aussi. On a eu Gessina qui a fait une jolie publication rassurante. Simplement pour dire que cette décote, elle existait parce qu'on avait des craintes sur la solvabilité, puis sur la valeur du patrimoine, et qu'on a plutôt en fin d'année des messages rassurants sur ce patrimoine. Donc on a
le sentiment qu'on pourrait avoir une réduction de ces décotes aussi. Donc voilà les 3 petits tilts que j'avais donnés en fin d'année et qui commencent pour certains... Vos prévisions pour la suite dans quelques instants. Je voulais entendre également Gérald Grand de la Fondésis, vous qui regardez ce qui se passe effectivement sur l'ensemble des marchés à travers les fonds. On a le sentiment aussi qu'on a un retour des flux très net en Europe depuis ce début d'année, Gérald. Oui, clairement, il y a un retour des flux. Ça permet d'alimenter un momentum qui est très favorable à l'Europe depuis le début de l'année. Et ça avait déjà commencé d'ailleurs un peu en décembre. Je ne vais pas rajouter à ce qu'a dit Mathieu sur l'Allemagne parce que ça a déjà été bien évoqué. Peut-être un point quand même sur l'Allemagne, c'est qu'on a quand même une économie qui reste malgré tout très cyclique. On a parlé de l'automobile, l'industrie évidemment, la chimie et tout ça. Dans un contexte où l'économie européenne quand même est à la peine par rapport à d'autres économies dans le monde et notamment par rapport aux États-Unis, il y a quand même on peut se poser la question effectivement de est-ce que le DAX a déjà pas joué un petit peu ces élections qui, ça a été important de le répéter tout à l'heure par Mathieu, qu'il faut que ce soit assez rapide au niveau de la mise en place de la coalition. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui traîne un peu trop en longueur parce qu'on pourrait être un peu remis en question sur est-ce que ça va être vraiment quelque chose de très positif. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si les marchés ont remonté autant, c'est parce que de nombreux intervenants depuis des mois disent « Ah ouais, mais l'Europe, c'est pas cher ». Alors, moi, ça fait 25-26 ans que je fais ce métier. J'ai entendu des tas de trucs qui n'étaient pas chers. C'est pas pour autant que ça remonte. Mais là, il y a des éléments qui arrivent, le momentum, mais aussi le fait que ça s'essouffle peut-être un peu sur l'envie d'aller acheter des États-Unis, dont l'indice en tant que tel paraît cher, même si on ne va pas disserter, on l'a déjà fait par le passé sur ce plateau, des différenciations sectorielles, des quelques Max 7, Batman, peu importe comment on les appelle. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a effectivement l'effet élection qui est rentré. Il y a cet effet valorisation où on se dit il y a peut-être des choses à faire sur certaines belles valeurs qui ont été un peu massacrées à un moment, ou en tout cas qui n'ont pas progressé. Et le troisième élément, ça a été aussi un peu évoqué, c'est la diminution de la prime de risque géopolitique et politique tout court. Politique parce que même si c'est pas royal en ce moment en France, il y a un poil plus de stabilité. En tout cas, il n'y a pas une motion de censure qui est votée toutes les 3 semaines depuis le nouveau gouvernement Bayrou. Est-ce que ça va tenir on verra, mais en tout cas déjà ça se stabilise un tout petit peu, ce qui ne résout pas tous les problèmes. Et puis sur la géopolitique, effectivement, ce que vous avez évoqué sur le conflit russo-ukrainien, clairement, ça peut détendre la prime de risque géopolitique qui pèse sur l'Europe, même si, pour être clair, aujourd'hui, moi, si je peux me permettre, l'Europe est un peu le sous-traitant des États-Unis dans cette paix qui est en train d'être négociée entre Russes et Américains. Mais alors justement, est-ce que c'est pas en train de changer ? On voit que le monde est en train de s'organiser un petit peu sans nous, notamment sur c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais là on parle peut-être d'un sursaut, notamment sur la défense. En tout cas, on voit que les budgets vont être peut-être augmentés, notamment peut-être en Allemagne également. Quelle est votre vision là ? Est-ce qu'on a une carte à jouer, une carte européenne ? Est-ce que les Européens, on sait que souvent en temps de crise, on a tendance quand même à réagir. On l'a vu avec le Covid. Donc, est-ce que là aussi, on peut créer une véritable Europe de la défense ? Alors, les possibilités scientifiques, vraiment là. La question, ce sont aussi les possibilités budgétaires. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir la réaction des marchés. Ces derniers jours, on a vraiment des mouvements assez similaires, ou plutôt complètement opposés, entre l'évolution du prix, la surperformance des valeurs de la défense, et puis, pour rentrer un peu dans la technicité, la pente des taux allemands. Et tout ça, on revient sur cette notion de rapport Draghi. Pente des taux allemands, expliquez-nous. C'est-à-dire que finalement, on avait des taux allemands de très long terme qui sont à des rendements assez peu élevés parce que l'Allemagne émettait peu. Et puis, on peut avoir des marchés où on pense que les anticipations sont rationnelles, que les taux d'intérêt longs dépendent des anticipations des taux d'intérêt courts sur le long terme. En pratique, ça reste un marché avec de l'offre, de la demande pour du papier. Et le fait de se dire qu'on aura peut-être de la relance militaire en Europe, ça passerait par, c'est conditionné par une relance budgétaire et plus d'émissions de dette en Allemagne. Et une des manières d'investir un peu technique cette hypothèse de la relance européenne, c'est de ne pas trop s'exposer au segment le plus long du côté obligataire. D'accord. Très bien. Et les effets à long terme, c'est quoi ? Ça pourrait monter justement les primes et ça peut, faire un regonflement des primes de terme, plus de papier que d'acheteurs naturels de papier sur le segment long obligataire. Et à contrario, par contre, faire aussi souffrir quelques valeurs, parce qu'on a évoqué la cherté des actions européennes en relatif aux actions américaines, notamment en termes de primes de risque. Il y a plein de métriques qui disent qu'elles sont peu chères.
Ça a déjà été évoqué, c'est pas parce que c'est peu cher que ça remonte immédiatement. Néanmoins, une remontée forte des taux d'intérêt longs, ça peut peser sur d'autres compartiments de la cote. L'immobilier a bien fonctionné, notamment en bureau, notamment en France. C'est moins le cas depuis le début de l'année, par exemple sur les foncières allemandes locatives. Voilà, ça peut peser aussi paradoxalement sur d'autres secteurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer un grand emprunt pour la défense, comme on avait fait par exemple pour le Covid? On a mis quelques centaines de milliards tous ensemble. Une solution? Oui, est-ce que ce sera dans les temps? Je ne sais pas. Se pose cette question aussi du timing, parce qu'on a beau emprunter, créer des capacités de défense, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a vu M. Breton, qui a été chargé de cette mission pendant quelques années, raconter à quel point ils avaient réussi à consolider cette industrie de la défense européenne. Effectivement, on produit 2 millions d'obus chaque année. Est-ce que c'est suffisant? C'est en tout cas un rattrapage. On existe un peu, mais est-ce que ça suffit? Je ne suis pas certain. Et est-ce qu'à court terme, on aura le temps, avant une trêve, de consolider cette défense? Ça me paraît être un sujet un peu hasardeux. Les États-Unis sont bien partis pour nous couper l'herbe sous le pied. Ouais. Et ils poussent déjà leurs pions, sans nous. Non, clairement, je pense que ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est vraiment un putsch, en quelque sorte, des États-Unis sur la façon dont l'Europe doit organiser sa défense, en la poussant à dépenser plus. Et c'est pas nouveau, ça fait un moment que Donald Trump réclame, avant qu'il soit même de nouveau réélu, que l'Europe dépense plus, avec ses fameux 5% de budget. Je pense que là, on est en train d'y aller tout droit, et on n'aura pas le choix, sauf à se dire qu'on veut peut-être quitter l'OTAN, ce qui ne me semble pas être une option pour le moment pour les Européens. À noter d'ailleurs que hier, la réunion à l'Elysée, il n'y avait pas tous les représentants européens qui étaient présents, d'ailleurs, pour la parenthèse. Donc l'Europe de la défense, moi, elle me semble encore bien loin, malgré tout, malheureusement. Ouais, hypothétique d'Europe de la défense. Mathieu Barrère, vous vouliez ajouter quelque chose sur alors justement, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment cette équipe Trump au four au moulin. Il est vraiment sur tous les fronts. On l'a vu sur la guerre commerciale, sur la guerre économique, mais aussi sur la guerre réelle, on va dire. On a ces droits de douane aussi, cette épée de Damoclès toujours. Alors il va dégainer il a brandi son grand livre avec tous les droits de douane réciproques désormais. Là justement, on disait pour l'instant, on ne sait pas trop sur quel pied on danse. On voit que c'est un art de la négociation toujours. C'est une arme aussi qui brandit. Là aussi, on est aussi dans une confrontation toujours avec Donald Trump. Oui, avec des propos forts, mais en restant dans le flou. On parle de droits de douane réciproques, avec récemment des positions de l'administration Trump qui expliquent que la TVA, c'est une taxation. Donc les droits de douane européens sont déjà extrêmement élevés. Effectivement, si Trump dégainait et faisait mettre en application des droits de douane réciproques à hauteur de la TVA qui est levée en Europe, en considérant que la taxe sur les ventes aux États-Unis n'est pas un tarif, là, ce serait quelque chose d'extrêmement récessif. Ça reste une administration qui défend des intérêts économiques et il y a beaucoup de postures. Tout ça, ça crée de la volatilité. Les peurs d'un jour à l'autre passent d'un secteur à un autre. Ça pourrait aussi affecter des secteurs de l'économie qui ne sont pas des secteurs boursiers. Toute l'économie n'est pas cotée. Mais en tout cas, ça pousse pour une forte diversification au travers des secteurs de nos portefeuilles. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de bien répartir le risque. François Chollet, comment on fait par rapport au trublion qui, d'un tweet, c'est vrai, peut faire vaciller des pans entiers de l'économie. Enfin, en tout cas, boursièrement, on voit que ça... On a vécu avec ça il y a quelques années déjà. À l'époque, ça se passait sur Twitter. Maintenant, ça s'est un peu décalé. Mais on a de toute façon sur Twitter des choses intéressantes à dire de la part de son président. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'y est habitué. Nous, on a, comme tous les gérants, mis en œuvre des plans d'investissement sectoriels très diversifiés. On est très vigilant là-dessus. Le risque idiosyncratique est un risque que l'on fuit systématiquement et auquel on fait très attention. Donc là, je pense que c'est la première des clés. Ensuite, effectivement, on a des secteurs qui sont plus ou moins sensibles. Le marché a fait le tri. D'ailleurs, pour revenir sur les objectifs qu'on peut se donner sur le marché, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu de grands mouvements à l'intérieur de ce marché, sur des grandes capitalisations, qui auraient dû ou qui auraient pu, à d'autres époques, mettre par terre la tendance et le momentum des marchés. Ça n'a pas été le cas. On a vu aux États-Unis des Apple, par exemple, perdre 20% sans que ça remette en question la santé de l'indice large, ou des Nvidia perdre
25-30% ou des Tesla perdre, comme récemment, un tiers de leur valeur, sans que ça vienne remettre en considération la tendance de fond de l'indice. Et en Europe, c'est la même chose. Si on prend ASML, si on prend Novo Nordisk dans les gros poids des grandes valeurs européennes, ou même LVMH qui en faisait partie et qui a eu un parcours boursier très heurté, on s'aperçoit qu'on a eu un marché qui s'est auto-assaini sans changer de tendance, ce qui est plutôt rassurant pour la suite des événements. En tout cas, on a ces purges régulières qui se font et qui sont plutôt rassurantes. C'est pas un crack sur les indices, c'est un crack, on a l'impression, parfois valeur par valeur. Oui, mais vu la taille de ces méga valeurs, on pourrait craindre que ça affecte totalement l'indice. Et la vérité, c'est qu'on a plutôt le sentiment, et c'est peut-être lié à des flux, c'est peut-être lié à une gestion plus indicielle, qu'il y a un soutien malgré tout de ces rotations-là qui sont pourtant très puissantes. Ouais. Oui, c'est vrai que la profondeur de marché, comme disent les anglo-saxons, est depuis quelques semaines beaucoup plus large, pour ne pas réutiliser le même mot. Et ça aide effectivement à se dire que l'on peut aujourd'hui construire des allocations qui ne sont pas uniquement drivées par, encore une fois, les Mag 7 ou par la tech. La tech est évidemment un secteur qui est prépondérant aujourd'hui et qui est probablement indispensable dans un portefeuille quel qu'il soit quand il y a des actions. Mais il n'y a pas que la tech, et il y a plein d'autres secteurs ou d'autres styles de gestion que la croissance tech qui peuvent participer au rallye. Et c'est rassurant en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas effectivement de la volatilité, des moments de respiration de marché où on peut perdre 5, peut-être 10%. Ça sera peut-être l'occasion de revenir d'ailleurs. Mais clairement, il y a aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, avec une performance de quasiment 10, 11, voire 14 ou 13-14 sur le DAX déjà, peut-être depuis le début de l'année. Quand on regarde ce qu'on en attend sur la croissance des bénéfices en Europe, ça y est, c'est fait. Donc là, en fait, on est plutôt dans un rattrapage de valorisation que dans de l'appréciation liée à ce que l'on attend sur la croissance des bénéfices des sociétés. Justement, par rapport à ces actions européennes, si on regarde du côté des marchés maintenant, on a l'impression qu'on a fait le plein, en tout cas des bonnes nouvelles, rebond des actions européennes, quand on est justement à quelques encablures du record sur le CAC 40. Est-ce qu'il y a encore du potentiel ? Qu'est-ce qu'on analyse là ? Est-ce qu'on commence à se dire, bon, effectivement, on pourrait arrêter l'année-là, je pense que les clients seraient très satisfaits, 12 à 14%, c'est plutôt Sauf pas mal. Si ça continue. C'est vrai. Mais bon, on vous en voudra pas en général. On pourrait être tenté de dire l'année est terminée ou est-ce qu'on... Alors, on l'a déjà évoqué. Avant, il y avait le facteur valorisation qui était très puissant pour l'Europe, mais d'un point de vue momentum, flux, attractivité, les voyants n'étaient pas ouverts pour l'Europe. Finalement, la situation, elle s'est inversée avec ces 2-3 derniers mois. Le facteur de valorisation, sur le long terme, par rapport au rendement obligataire, on reste sur des taux de rendement intrinsèques des actions qui demeurent attractifs. Mais un peu moins qu'auparavant. Par contre, effectivement, il y a un flux qui se met en œuvre. Les gérants internationaux étaient énormément sous-pondérés sur l'Europe. Pourquoi s'embêter avec l'Europe qui pesait environ juste 10% de la capitalisation boursière mondiale? Quand vous êtes un gérant américain, pourquoi vous embêtez à investir l'Europe? Déjà, pour nous, en tant qu'Européens, c'est des fois un peu compliqué de comprendre ce qui s'y passe. Alors, vu de l'extérieur, c'est dur. Et une petite sous-pondération, peut-être de 2% dans les portefeuilles mondiaux sur une zone qui fait 10%, ça fait 20% de stock à racheter. Ça tire énormément la cote. Et c'est ce qu'on voit depuis le début de l'année. Assez souvent, traditionnellement, économiquement, quand une devise s'apprécie, ça fait un peu sous-performer les actions locales. Parce que quand on rapatrie les bénéfices étrangers, c'est plus faible. Là, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de journées, on a à la fois l'Eurostock qui surperforme et l'euro qui monte. Ça, c'est la trace la plus patente de flux massifs internationaux qui reviennent dans la zone et principalement sur les grosses capis de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ouais, des flux, on joue finalement les grosses boîtes pour l'instant ou à travers des ETF, effectivement, on achète l'Europe en bloc. Oui, les ETF ont été les grands gagnants de 2024. On a une décollecte sur la partie action, en tout cas, des fonds de gestion active, à peu près 60 milliards, c'était les chiffres à mi-novembre, je crois, ou fin novembre. En face de ça, on avait 250 milliards de collecte sur les ETF Actions Europe. Donc, vraiment, il y a un gagnant et on a des courbes qui vont se croiser. Cette fois-ci, c'est certain, la gestion passive va prendre la majorité du marché action européen. Ce n'est pas tout à fait le cas sur la partie obligataire. On a de la gestion active qui encore tient le pavé et collecte. C'est parce que peut-être le marché est un peu plus fragmenté et il y a plus d'attractivité dans la création d'alpha des gérants ou dans l'appréciation qu'ils peuvent avoir de la sélection des
des signatures. Mais pour le coup, en tout cas pour nous qui sommes à la fois des gérants actions, puisqu'on a des fonds de gestion actions, et puis des gérants d'allocation, avec des fonds d'allocation, on peut dire que c'est pas nous qui tirons la couverture de la collecte aujourd'hui, c'est vraiment la partie ETF qui est privilégiée. Et ce qui est assez surprenant. Passive, oui, non, en fait, on fait de nous des efforts chaque année de baisser nos marges. Et donc, ce qui est plutôt rassurant, c'est de voir que le total expense ratio d'un investissement en ETF est en train de monter par ailleurs. Donc, on se dit qu'en moyenne, les courbes, là aussi, vont se recroiser. C'est-à-dire les ETF vont voir plus cher et la gestion c'est déjà un peu le cas. Okay. C'est déjà un peu le cas. On a aussi des ETF actifs qui sont un petit peu... Par exemple, ils sont en train de récupérer la marge là-dessus. Et puis, vous avez souvent ce que les gens oublient. Alors, je ne suis pas là pour faire une diatribe anti-ETF, parce que ce n'est pas du tout le cas. On les utilise et on est très heureux de les utiliser. Mais parfois, on oublie que l'ETF, lorsqu'on le négocie, on l'achète sur un marché sur lequel il y a une fourchette de cotation qui parfois représente, entre l'offre et l'achat, quasiment une année de frais de gestion pour cet ETF. Et puis quand vous l'achetez sur un marché, vous avez un règlement livraison, vous avez des frais d'exécution, vous avez de l'impôt qui vient s'appliquer dessus, vous avez toute cette chaîne de traitement informatique que représente l'opération boursière, et on l'oublie souvent, alors qu'acheter un OPCVM, par exemple, peut coûter quelques euros ou même parfois zéro, suivant votre banque. Donc ce que je veux dire, c'est que le coût total dans la gestion, et quand on parle de value for money pour les clients, c'est-à-dire à quel point un fonds de fonds, par exemple, peut être impacté par les coûts directs et indirects. Parfois, on trouve aujourd'hui des fonds de gestion active qui nous reviennent moins cher que des ETF équivalents. Et là, on parlait par exemple de la partie obligataire. Sur la partie high yield, par exemple, vous avez des très bons fonds de gestion active qui sont aujourd'hui tarifés pour des institutions au même prix qu'un ETF, avec la qualité d'une gestion derrière. Ouais, c'est intéressant parce qu'on a ce vieux débat gestion active, gestion passive. On a souvent on sait que c'est difficile de battre le marché, donc de battre son indice. Et certains disent, on le voit pas parce que pour l'instant le marché monte. En revanche, on pourrait préciser ce propos, Fabrice. Il est difficile de battre un marché très haussier quand on est dans la gestion active. Dans les marchés baissiers, c'est là que généralement la gestion active. Alors justement, on ne souhaite pas, on ne souhaite pas sur ce plateau une grosse baisse pour voir si les ETF vont mieux performer ou moins bien performer que les gestions actives. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir cette revanche du gérant actif qui, à un moment, de par cette allocation, va pas mécaniquement être entraîné peut-être par des grosses valeurs qui pourraient décaler. Oui, enfin, il y a des raisons très techniques à cela, qui ne sont pas simplement liées au fait. Souvent, la gestion active a un coussin de liquidité dans les portefeuilles, tout simplement faire face à des souscriptions rachats régulières. On n'est pas investi à 100%. Et donc, ils ne sont pas tout à fait investis à 100%. Et donc, mécaniquement, quand on est marché très violemment haussier, on peut avoir un petit lag, un petit décalage, tout simplement lié au fait qu'avec 5% de liquidité, quand vous prenez 10%, vous avez un 0,5 de sous-performance qui s'affiche et qui est un peu difficile à rattraper par l'allocation. Donc, mécaniquement, on a ces effets-là dans un sens, mais aussi à l'inverse, dans un marché plus baissier, la gestion active va pouvoir être un peu moins concentrée que la gestion ETF. N'oubliez pas que, par exemple, le CAC 40, à une époque, avait LVMH qui était sur des poids qu'aucun gérant actif ne pouvait mettre en portefeuille. On parlait de la Chine tout à l'heure. Moi, l'ETF que j'ai sur la Chine dans mes portefeuilles, 33% de l'ETF, c'est deux valeurs, Alibaba et Tencent. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais c'est simplement pour dire que dans un marché de rattrapage, c'est extrêmement performant. Lorsque vous avez un marché qui a trouvé un prix à peu près d'équilibre, avoir une gestion un peu plus diversifiée qu'un ETF, ça peut porter du sens. Gérald, grand commentaire justement sur ce match gestion active, gestion passive. Alors pour moi, il n'y a pas de match en fait. D'ailleurs, ça a été dit effectivement par François. Pour moi, ce sont deux types de gestion qui sont complémentaires et qui doivent correspondre à des clients, parfois les mêmes, parfois très différents. Et vous recommandez les deux, d'ailleurs? Oui, bien sûr. On recommande les deux selon les moments de marché, comme on aime à le dire, selon aussi les catégories. C'est évident que sur le high yield, c'est plus compliqué d'acheter un ETF. Parce qu'acheter un indice qui va pondérer a priori les boîtes qui sont le plus endettées parce que du coup les plus représentées dans l'indice, ça fait moins de sens. Tout comme acheter des ETF de petite et moyenne capitalisation, c'est quand même pas non plus très pratique parce que la liquidité, parce que ceci, parce que cela. Donc il y a des segments de marché où ça ne sert à rien. Et par opposition, pas toujours dans le même sens, si on pense à l'Inde, qui a été un peu la hype 2023-2024, l'Inde, c'était plus sympa de faire des gestions actives qui ont des BS mid où ça a super bien marché que faire des gros ETF qui sont très large cap et qui ont sous-performé. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas d'opposition, il y a des choix à faire par moment et c'est comme ça qu'on le voit et qu'on le conseille à nos clients en fait. Par contre, j'aimerais bien
bien aimé rebondir sur un point, sur les résultats Eurostoxx 50 et Euro, et de le décaler sur les États-Unis, parce que probablement on va parler des résultats aux États-Unis, qui continuent de sortir et plutôt pas mal. Il y a un point qui est très intéressant dans les publications de résultats aux États-Unis. Donc on est là sur des rythmes de quasiment 17% d'un trimestre à l'autre, ce qui est un record depuis, je crois, 2021, où on était à 31, sortie de Covid, donc bon, effet de base et autres. Donc ce qui va nous mettre sur l'année à autour de 10, et on attend 13, je crois, sur 2025. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sur ce quatrième trimestre, où on a vu le dollar contre un panier de devises larges, le fameux DXY Index, on a vu le dollar s'apprécier de l'ordre de 8%. Dans le même temps, on a eu, quand on regarde dans les sociétés du S&P 500 qui ont publié, toutes celles qui ont des résultats à plus de 50% en dehors des États-Unis ont vu leurs résultats progresser de 20%, alors que celles qui ont moins de 50% ont vu leurs résultats progresser de l'ordre, si je ne dis pas de bêtises, de 14%. Donc en fait, ce sont celles qui, a priori, devaient être impactées négativement par la hausse du dollar, qui au quatrième trimestre, comparé quatrième trimestre 2023, s'en sont le mieux sortis. Et ça interpelle. Alors c'est pas ce qui est prévu pour le moment sur Q1 25 et Q2 25. Hein. Là, ça s'inverse un tout petit peu. C'est plus favorable, mais c'est étonnant déjà et ça interpelle. Oui, tout à fait. Bien sûr, je profite de votre venue, messieurs, pour vous poser la traditionnelle question, puisqu'on est, je vous le disais, à quelques encablures du record. Pour ceux qui nous regardent ce soir, qui se demandent, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on continue ? Actif risqué, touchous. Mathieu Barrière, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre allocation en ce moment ? Actif risqué, tous raisonnables. On reste dans les actifs risqués. Piste rouge, piste noire. Voilà, rouge qui tangente le noir. Non, on reste surpondéré en actifs risqués. Ensuite, on l'a évoqué, la performance des marchés mondiaux, elle est extrêmement disparate depuis le début de l'année. Typiquement, on conserve un biais sur les actions chinoises. Au sein des actions chinoises, il y a deux histoires actuellement. On a évoqué Alibaba, plus 50%. C'est impressionnant, sachant que Alibaba est toujours en baisse de 60% depuis les plus hauts. Donc il y a encore il peut y avoir encore de la place vers le haut. Comme le Hang Seng Tech qui est encore le double quasiment pour rattraper les points hauts de 21. Pour quelle société ? Le Hang Seng Tech, donc la tech chinoise. Exactement. Le Hang Seng qui fonctionne bien depuis le début de l'année. Les entreprises basées à Hong Kong, les entreprises chinoises listées à Hong Kong, c'est plus 16, plus 17% depuis le début de l'année. Dans le même temps, il y a eu un coup de fouet depuis DeepSeek. Il y a eu un moment DeepSeek. Oui, et je pense que là, il y a aussi une histoire de flux, parce que sur la bourse de Shanghai, donc juste de l'autre côté, quelques dizaines de kilomètres, on est à environ 0% depuis le début de l'année. C'était un marché qui était plus cher, donc il y a eu une espèce d'achat précipité de value chinoise technologique, de croissance à prix pas trop cher et facilement accessible. Hong Kong en premier, qui en plus est dans plus d'indices d'investisseurs institutionnels. Et il est peut-être temps justement de commencer à réduire un peu cette partie hongkongaise pour revenir sur les valeurs de croissance séculaire chinoise plutôt listées à l'intérieur de la Chine. Donc la Chine. Voilà, donc ça c'est un basculement au sein de la Chine. Mais typiquement, je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance sur ces mouvements de tout début d'année. On a quand même souvent des inversions très fortes de tendance, qui sont plutôt l'occasion de justement reprendre un peu le positionnement qu'on pouvait avoir antérieurement. Typiquement, au sein des émergents, on voit aussi quelles sont les devises. On parle peu des devises, mais dans les grands performeurs, on a eu le won coréen, qui avait énormément souffert à cause des troubles politiques, et le réal également. Donc finalement, il y a un côté retour à la moyenne très fort en début d'année. Alors, il a été bien joué. Je parlais plus par rapport à ces devises, on va dire, un peu exotiques, mais que vous suivez admirablement chez Oddo BHF. Bon, pour ceux qui regardent le marché de France, qui disent sur quoi je peux investir. Donc, c'est quoi ? C'est Europe, États-Unis, Chine, un peu, on en remet, on pondère un petit peu ? Sur l'Europe, on diminue un tout petit peu la surpondération qu'on avait dans nos portefeuilles. C'est vrai qu'on rentre dans une période de trouble. On a évoqué le fait qu'on pouvait avoir des replis de marché, 5%, 10%, il faudra les mettre à profit. Et sur les US, on reste investi ? Sur les US, on reste investi avec toujours un positionnement sur un peu plus vers les mid-cap et moins concentré. Là, on ne revient pas tout de suite sur, on va dire, la pure valeur de la bulle AI. Et on conserve notre positionnement un peu software versus semi.
Très bien. François Chollet, alors vous qui nous aviez annoncé tout ce qu'il fallait faire la dernière fois, dites-nous pour les je pensais qu'on aurait un rallye de fin d'année. Objectivement, on l'a eu plutôt en janvier qu'en fin d'année. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait des positions qui étaient plutôt marquées. Il ne fallait pas se désespérer et tout jeter par-dessus bord fin décembre. Quoi. Oui, on a eu une séance qui était un peu une petite séance de capitulation. Je me souviens d'un vendredi à moins 70 ou moins 50 en séance et qui était un peu inquiétante, notamment pour l'indice CAC 40. Donc très sincèrement, on a beaucoup de réussite dans nos gestions. Est-ce qu'on continue ce que vous nous avez dit? Small et mid cap, Europe. Alors small et mid, je pense vraiment là pour le coup qu'il y a, là je crois qu'il se passe quelque chose, tout simplement parce que on retrouve des carnets d'ordre équilibrés, on retrouve de l'intérêt et de l'attractivité, on retrouve des opérations financières. Enfin, on a un peu un terreau favorable et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et le fait qu'il n'y ait pas de sous-performance déjà et qu'il n'y ait plus de flux sortant de cette classe d'actifs suffit déjà à rééquilibrer ce marché. Alors, quand je dis cela, il faut faire attention parce que les mids n'ont pas non plus totalement démérité depuis quelques années. C'est vraiment quand on est en dessous du milliard de capi qu'on a ce sujet de totale sous-valorisation qui est encore valide au moment où je vous parle. C'est pas très simple à adresser ce marché, tout simplement parce que malgré les grandes banques européennes qui couvrent bien la recherche, les small et mid, je dois dire qu'on a de moins en moins d'analyse financière. Donc c'est souvent des process quant qui nous permettent d'aller sélectionner les titres. Donc enfin nous on a un fonds qui fait cela et c'est un fonds qui est très actif, qui tourne beaucoup, qui est sur 120 valeurs, donc il y a très peu de risques si c'est sur une valeur. Et c'est très difficile à faire. Je pense qu'on a un avenir là-dedans, par exemple, par rapport aux ETF. Mais c'est vrai que c'est une catégorie qui est de plus en plus difficile à manier. Autant on a beaucoup de facilité à traiter les large caps, autant même dans la négociation, les small et mid, c'est un vrai savoir-faire. L'Europe toujours? L'Europe, moi je commence à passer un peu neutre, oui. Prudent. Pour l'instant, c'est un tout petit mouvement. On a juste remis les portefeuilles. On a encaissé une partie des gains et c'est très raisonnable, tout simplement parce qu'on a des ratios prudentiels à respecter pour les clients et les mandats. Mais c'est encore très léger. On est encore full investi, notamment sur les PEA, par exemple, dans notre gestion. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on regarde avec un peu de discernement et on commence à faire rentrer des choses un peu diversifiantes ou essayer de trouver le moyen d'aller sur des choses un peu moins volatiles. Alors, on a des thématiques, nous, dividendes, qui marchent aussi assez bien. Donc, on a un petit rattrapage des thématiques value depuis le début de l'année par rapport à la croissance. Mais je crois que c'est fondé. Les valeurs de qualité et de croissance au bilan solide, capable de distribuer des dividendes en croissance régulière, sont plutôt de nature à être rassurantes dans ces marchés. Gérald Grant, même question. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les meilleurs fonds? Alors, c'est pas évident de demander ça. Vous n'avez pas égratigné forcément, non, mais plutôt que de répéter des choses sur l'Europe ou les États-Unis, je vais peut-être parler un petit peu de quelque chose que l'on aime bien. Ce sont dans les émergents, ce que l'on appelle, nous, les émergents de niche. Alors, on n'est pas les seuls, probablement, à les appeler comme ça. Mais effectivement, on avait plutôt assez bien vu, alors l'Inde n'est pas de niche, mais on avait assez bien vu la bascule Chine-Inde. On a également décidé de conseiller à nos clients de commencer à diminuer l'Inde dès le mois de septembre et on est quasiment sorti en ce début d'année pour insister plus sur ces fameux émergents de niche. Et dans ces émergents de niche, on pense notamment aux marchés frontières, alors qui ont des biais, bien sûr. Il peut y avoir du biais Moyen-Orient, il peut y avoir des biais aussi un peu bancaires. Enfin, il y a quelques biais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément des valorisations sont toujours intéressantes, mais il y a de la croissance et c'est pas forcément uniquement drivé par les grands flux de bascule que l'on peut voir Inde versus Chine, même si on n'a pas totalement répondu tout à l'heure à votre question sur la Chine, même si on en a parlé par la suite. La Chine, il y a des choses intéressantes à faire, mais effectivement de façon peut-être... il faut bien être sélectif. Tiens, petite parenthèse, on a beaucoup parlé du Japon en début d'année dernière. On aime bien le Japon aussi. Un fameux mi-août à peu près, où là il y a une petite déflagration, ça peut refroidir un peu les ardeurs. Qu'est-ce qu'on fait sur le Japon? Nous, ce qu'on aime bien dans le Japon, même si le début d'année n'est pas flatteur pour le Japon, mais ce que nous aimons bien sur le Japon, c'est que c'est un des rares marchés développés qui est finalement assez décorrélé des deux grands autres que sont États-Unis et Europe. C'est-à-dire que souvent, ils se complètent dans leur mouvement et c'est quand même assez rare. Donc, c'est vrai que États-Unis et Europe, ça marche plus ou moins dans le même sens, avec un bêta en général plus fort pour l'Europe à la baisse et pour les États-Unis à la hausse, malheureusement, sauf en ce début d'année. Mais sur le Japon, ce que l'on aime bien, c'est cela. Alors, mis à part les problématiques de devises, parce que parfois on nous dit ah ouais, mais ce qu'on gagne sur le marché, on perd sur la devise. Il y a aussi des moments où ça va dans le bon sens des deux côtés. Donc, on aime bien en avoir un petit peu.
Très bien, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ces marchés. Merci pour vos lumières, messieurs. Mathieu Barrière, merci. Je rappelle que vous êtes responsable d'allocation active chez Odo BHF AM. On va avoir un œil sur ces élections le week-end prochain. Merci à Gérald Grant de Fondesis, directeur associé. Et enfin, merci à François Chollet, le président de Montségur Finance. Dans un instant, on continue sur marché à thème. On va s'intéresser aux grandes tendances de l'investissement sur l'intelligence artificielle. À tout de suite.